Bonjour, nous voilà ensemble pour la vidéo numéro 10 qui a pour objet de vous introduire au troisième jeu de facteurs célestes utilisés par les astrologues, des facteurs qui sont invisibles à l'œil nu, mais des facteurs qui restent invisibles, y compris si nous utilisons des instruments. Donc c'est un troisième type de facteurs qu'il nous faut parvenir à saisir. Alors à saisir ce qu'il nous montre et ne nous montre justement pas grand-chose directement parce qu'ils sont plutôt liés à un mouvement qu'à un point qui aurait une réalité concrète et matérielle. Mais ce sera plus clair, je l'espère, après les petites explications que je vais vous livrer. Et dans cette vidéo, nous allons rencontrer ce que l'on nomme les nœuds lunaires, ce que l'on nomme également le nœud nord et le nœud sud de la Lune, ce que l'on nomme également le nœud ascendant ou le nœud descendant, et ce que l'on nomme enfin la tête du dragon ou la queue du dragon. Ce sont des mots qui désignent une même réalité. De quoi s'agit-il dans le ciel, puisque nous repartons toujours de l'observation? Une fois de plus, nous ne faisons pas de la science-fiction avec des hiéroglyphes inscrits sur une feuille de papier. Nous interprétons, en tant qu'astrologue, les signes du ciel, la feuille de papier n'étant qu'un pis-aller, faute d'avoir le ciel entier sous les yeux. Donc, il s'agit de comprendre maintenant ce que l'invisible nous dit. Je vous ai mis une photo d'éclipse et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Quand nous observons le mouvement du Soleil et le mouvement de la Lune, par rapport à la Terre bien entendu, et même plus particulièrement par rapport à l'être vivant qui est au centre de l'univers que nous reconstituons avec la carte du ciel. Le Soleil a son mouvement dans le zodiaque, la Lune aussi. Il se trouve que les deux mouvements sont légèrement décalés l'un par rapport à l'autre. Alors ici, c'est très accentué, mais c'est simplement pour la clarté pédagogique. Et l'on voit très bien que ces deux mouvements s'intersectent en deux points. Il y a le point où la Lune monte, entre guillemets, et c'est ce que l'on nomme le nœud nord de la Lune, et il y a le point où la Lune descend, croise en descendant, le mot descendre n'est pas très astronomique, mais là j'essaye d'être pédagogue, et qui est le nœud sud de la Lune. Voilà ce que sont les nœuds lunaires, et comme le mouvement de la Lune est extrêmement irrégulier, la position de ces nœuds ne cesse bien sûr de varier, et même d'osciller plus ou moins si vous surveillez vos éphémérides jour après jour. Bien sûr avec des éphémérides actuelles, car jusqu'à il y a une trentaine d'années, les nœuds avaient une vitesse supposée moyenne et qui ne correspond pas à la réalité. Je vais reprendre cette explication avec le texte. Dans le ciel, le chemin parcouru par la Lune et celui parcouru par le Soleil ne sont pas exactement superposables. Ils sont légèrement inclinés l'un par rapport à l'autre. Ces chemins, en forme d'ellipse, se croisent en deux points. Ces points, diamétralement opposés, sont nommés nœuds lunaires. Ils sont mobiles car le plan de l'ellipse décrite par notre satellite n'est pas stable. Le nœud nord est le lieu où la Lune traverse le chemin du Soleil en montant vers le nord. Il est aussi nommé tête du dragon en astrologie occidentale. Le nœud sud est le lieu où la Lune traverse le chemin du Soleil en descendant vers le sud.
il est aussi nommé queue du dragon en astrologie occidentale. Pourquoi la photo d'une éclipse? Eh bien, lorsque la Lune atteint l'un de ses nœuds, ce qui se produit toutes les 2 semaines environ, son chemin croise celui du Soleil. Supposons que, au même moment, le Soleil se trouve lui aussi en ce point. C'est-à-dire quand la Lune parvient là, supposons que le Soleil y soit. Le disque lunaire, qui est plus proche de nous, se trouve occulté par le disque solaire se trouve occulté par celui de la Lune qui, lui, est plus proche de nous. C'est une éclipse de Soleil. Supposons que, au même moment, la Lune se trouve sur un de ses nœuds, tandis que le Soleil occupe l'autre nœud, pile en face. La Terre, en s'interposant, voile la Lune de son ombre. C'est une éclipse de Lune. Les nœuds lunaires sont donc les lieux où se produisent les éclipses dans le ciel. Et de là, nous allons déduire leur utilité. Lors d'une éclipse, le ciel s'assombrit. Eh bien, les nœuds lunaires, quand ils sont actifs, montrent souvent une période où l'on manque de visibilité, où il est très difficile de se projeter sur le long terme, de planifier de façon très carrée. Les Indiens, j'entends par Indien les astrologues de l'Inde, utilisent énormément ces nœuds lunaires qui font d'ailleurs partie de ce qu'ils nomment les Navagrahas, les 9 saisisseurs, et c'est-à-dire les 7 planètes visibles et les 2 nœuds lunaires. Ils sont donc même considérés beaucoup plus importants que Uranus, Neptune ou Pluton. Ils sont au même rang que les 7 planètes visibles. Si vous visitez un temple de l'hindouisme, vous trouverez un autel au Navagrahas avec 9 petites statuettes, 3 x 3, chacune revêtue d'une robe de couleurs différentes qui permet de les distinguer. Il s'agit des 7 planètes et des 2 nœuds lunaires. Du coup, ces périodes-là ne sont pas très adaptées pour lancer des stratégies à long terme dont la réussite exigerait de maîtriser toutes les données. Mais, il y a un mais. Une éclipse, c'est un alignement parfait entre la Terre, la Lune et le Soleil. Si la Terre représente ce qui est corporel, physique, le corps, le soma, si la Lune représente la psyché, le psychisme, si le Soleil représente le pneuma, c'est-à-dire l'identité véritable, le- la source de toute vie en nous, eh bien, le fait qu'il y ait un alignement parfait des trois, ça permet de descendre à l'intérieur de soi-même et d'arriver à toucher des zones que l'on n'aurait pas touchées à d'autres moments. Donc, bien souvent, c'est une époque où se produisent des transformations dans notre environnement, mais tout simplement parce que notre identité véritable réclame ses droits. Il y a des gens que je me forçais à fréquenter et je maintenais la relation sur respiration artificielle, ça me lasse, ça m'apparaît comme une béquille artificielle que je ne supporte plus. Je m'accommodais de cet emploi depuis très longtemps parce que je n'avais pas le choix, j'avais les enfants à élever. Euh, Ce n'est plus le cas. Eh bien, je cesse de faire ce compromis qui ne correspond pas à mon identité profonde. Donc c'est un moment qui peut être important, que ce soit dans un cadre de psychologie des profondeurs, que ce soit dans un cadre de démarche spirituelle, par exemple. Voyons quelques indications. Il faut savoir que l'usage astrologique des nœuds lunaires en Occident euh, ne paraît guère antérieur au 8e siècle. Avant, ils sont relativement absents des textes et ils auraient été introduits en Espagne par les Arabes qui eux-mêmes probablement l'en ont hérité de l'astrologie de l'Inde. Et pour ce qui est de l'Europe, eh bien, ils se répandent
ainsi que l'astrologie, d'ailleurs, surtout autour du XIIIe siècle. Ce qui importe pour nous, c'est que Al-Biruni, donc un astrologue de langue arabe, précise en, 1920, pardon, en 1029 que la tête du dragon augmente et amplifie toute chose, et que la queue du dragon réduit et atténue toute chose. Du coup, ils vont en déduire, quand je dis ils vont, les astrologues perses et arabes, ils vont en déduire que le nœud nord joue un rôle de haut-parleur, d'amplificateur pour ce qu'il touche. C'est-à-dire que si une planète est conjointe au nœud nord, cette planète est amplifiée, pour le meilleur ou pour le pire, mais elle est amplifiée. Ce qui amenait les textes à dire que la tête du dragon, le lunaire nord, était bonne pour les bonnes planètes et mauvaise pour les mauvaises planètes, dans la mesure où elle amplifie et les unes et les autres. Et la queue du dragon, c'était le contraire, puisqu'elle réduit et atténue toute chose, elle était considérée comme bonne avec les mauvaises planètes, en tout cas, quand je dis mauvaises, les planètes qui stimulent le froid et le sec, donc qui ne favorisent pas la croissance de la vie, donc bonne avec les mauvaises parce qu'elle les atténue, et puis la queue du dragon était réputée mauvaise avec les bonnes planètes, puisqu'elle les réduisait également, ces planètes qui, elles, sont tempérées et favorisent la croissance de la vie. Quelques mots complémentaires qui peuvent être utiles dans l'interprétation. Donc la tête du dragon fixe, retient, coagule, condense, cristallise. La queue du dragon ouvre, éparpille, dissipe. Voilà des idées que l'on trouve dans les textes. La conjonction au nœud nord renforce et augmente les qualités, ça ne s'oppose pas à défaut, les qualités, ça veut dire les traits particuliers à l'astre, alors que conjointe au nœud sud, c'est ce que je vous expliquais juste auparavant, eh bien, elle a plutôt tendance à voir ses qualités euh, atténuées. Voilà, quelques textes nous disent que lorsque le nœud est sur l'ascendant, il a tendance à augmenter la taille physique par rapport évidemment aux parents, et le nœud nord, alors que le nœud sud a plutôt tendance à rendre un petit peu plus petit. Mais là, ce sont des attributions relatives à la description physique, qui est une chose très très complexe en astrologie. Allons un petit peu plus loin dans les attributs et les fonctions des nœuds. Tout d'abord, sans répéter ce que nous avons vu auparavant, les astrologues perses et arabes disent que la tête du dragon est bonne avec les bonnes planètes, mauvaise avec les mauvaises planètes. Je n'y reviens pas. C'est vrai pour les maisons également. C'est-à-dire que la tête du dragon tente à donner les attributs de la maison qu'elle occupe, alors que la queue du dragon tente à enlever les attributs ou à réduire les attributs de la maison qu'elle occupe. L'action, je passe sur le premier paragraphe qui est plutôt d'ordre spirituel, mais je vais en reparler juste après. La tête du dragon donne un désir, un appétit, une avidité. Elle excite un certain désir. Alors, il faut toujours être très prudent. Par exemple, quand la tête du dragon est en train de se rapprocher d'un facteur, par exemple financier, on voit ça dans les thèmes dressés pour les actions, eh bien, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Seulement, si on en veut plus, il vient un moment où, dès que la tête du dragon est passée, ça se dégonfle comme une baudruche. Donc, il faut être
très très prudent parce qu'il y a à la fois un côté qui peut être tout à fait favorable, mais qui est illusoire dans le fonctionnement du nœud. Les astrologues de l'Inde disent que du point de vue psychologique, le nœud nord est un petit peu comme un mélange de Lune et de Saturne. C'est-à-dire que si le nœud nord, par exemple, est sur l'ascendant ou conjoint au maître de la maison 1, eh bien, c'est plus un côté un petit peu mélancolique, mais il n'y a pas la sécheresse de Saturne, tout en étant, tout en ayant la mélancolie euh, de Saturne. Voilà quelques informations. J'ai laissé de côté quelques mots qui concernent l'aspect spirituel tel que l'Inde nous le donne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mode dans les années 70 où on a lié les nœuds de la Lune aux dites antérieures, et ça, c'est en le faisant passer sur le dos des textes de l'Inde. Il faut savoir que ça n'existe pas en Inde, cette histoire-là, c'est une invention californienne. Euh, Parce que pour l'Inde, le thème natal dans son ensemble représente le karma cumulé et pas un facteur céleste qui le représenterait et le reste du thème ne le représenterait pas. Donc on oublie cette histoire. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les nœuds lunaires ont un rôle par rapport à la vie spirituelle. Imaginez que je me regarde dans un miroir, dans le miroir de ma salle de bain, et que le visage qui est dans le miroir prétende à l'autonomie. Il est en train de vous dire qu'il veut faire sa vie. Eh bien, du point de vue du Vedanta, en tout cas de la métaphysique ou certaines métaphysiques de l'Inde, eh bien, euh, nous sommes dans le même phénomène, c'est-à-dire que j'ai une identité véritable et le reflet de cette identité s'imagine autonome. Et le reflet de cette identité, c'est le mental avec mes programmations et mes cogitations. D'ailleurs, les mots mental, mnémotechnie, sont les mêmes que des mots dérivés de, de mots désignant la Lune dans des langues indo-européennes, Ménès par exemple en grec, Month en anglais, et ce mental qui essaye de faire sa vie en refusant de considérer qu'il est un reflet, eh bien, c'est lui qui nous perturbe. Et le mot mental en latin, c'était mens, M-E-N-S, qui a également donné le mot mensonge. Voilà, donc dans ce sens-là, le nœud nord représente ce phénomène, alors que le sud est nommé moksha, l'éveil, la libération, c'est-à-dire que c'est lui qui favorise la cessation de ce dédoublement de ce phénomène où le moi s'imagine être l'identité véritable alors qu'il n'en est que le reflet. Voilà, je referme ma petite parenthèse métaphysique, mais c'était simplement pour recadrer par rapport à certaines littératures qui, qui peut être tout à fait intéressante, mais quand elle met ce qu'elle contient sur le dos des textes de l'Inde, il faut savoir que ça n'est pas le cas. Je vous ai mis ici des indications relatives à la tête du dragon, des professions, anatomie, etc. Vous les travaillerez en profondeur. La queue du dragon, eh bien, je vous ai déjà dit l'essentiel, c'est-à-dire que la queue du dragon peut représenter l'extinction du moi, ça c'est la partie métaphysique, et plus concrètement, la queue du dragon enlève, la queue du dragon brûle, consume, obstrue, interrompt, elle émancipe aussi. Donc c'est vrai pour la maison occupée, c'est vrai pour les facteurs célestes qui lui sont conjoints. Et le comportement, quand par exemple la queue du dragon est exactement sur l'ascendant ou conjoint au maître de l'ascendant, eh bien ça peut représenter un rebelle qui vit, qui est en rébellion avec les coutumes de son milieu, mais c'est une rébellion permanente. C'est pas simplement je prends mon baluchon
et je vais faire ma vie, comme c'est le cas avec Pluton, c'est plutôt je suis dans une colère ou une rébellion permanente. En revanche, quand quelqu'un très marqué par la queue du dragon s'investit pour une cause humanitaire par exemple, eh bien, sa colère devient une sainte colère, c'est-à-dire qu'il enquiquine le monde pour la bonne cause et pour la faire avancer. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est extrêmement profitable, au moins dans les conséquences. Et vous avez quelques mots pour la queue du dragon également pour pouvoir l'approfondir. Quand vous avez des indications dans mes fiches pour dans la maison, description de lieux extérieurs, eh bien c'est par exemple quand on fait un thème questionnaire, un objet perdu, on trace le thème pour le moment où on le cherche et on décrit le lieu où il se situe avec le thème. L'astrologie ne se réduit pas au petit moi de l'homme qui justement n'est lui-même que le reflet de son identité véritable. Telle est en tout cas la leçon des nœuds lunaires. Voilà pour ces facteurs très particuliers sur lesquels nous manquons souvent de documentation en essayant de revenir à des bases qui sont solides. Au revoir.